Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum totalement mélangé. Des mélanges made in Togo, mélange en hommage au professeur Michel Adovi Mbweke-Gouekwe, admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'université de Lomé. Mélange grand de 80 pages qui porte le titre de Dynamique de l'histoire économique, sociale et culturelle en Afrique et au Togo, sous la direction de 4 universités, dont nous avons 3 au plateau aujourd'hui pour décrypter l'ouvrage et surtout nous interroger sur la problématique de l'enseignement de l'histoire en Afrique. Je vous les présente, nos invités. Le professeur Soham Simakpacha est avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Le professeur Soham Simakpacha est professeur titulaire en histoire contemporaine. Je l'ai dit, à l'université de Lomé. Il est le président du comité scientifique de ces mélanges, donc directeur de l'ouvrage. Avec lui, à ma droite, carrément, le professeur Joseph Tchigbe. Professeur, bonjour. Bonjour. Oui, professeur titulaire, frais, on va dire. Frais professeur titulaire en histoire contemporaine, président donc du comité d'organisation de ces mélanges. Vous avez participé, vous avez co-dirigé cet ouvrage et notre troisième invité. Il nous vient de l'université de Kara, le professeur Komla Kouzan, maître de conférences en histoire contemporaine, vice-doyen de la Flèche, la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kara. Vous avez co-dirigé également ces ouvrages qui portent le nom de mélange. Pourquoi dit-on mélange d'ailleurs? Je voudrais commencer par là, professeur Simakpacha. Oui, mélange parce que c'est un ouvrage qui porte en son sein diverses thématiques. Vous savez que pour faire de la recherche, vous pouvez choisir un thème unique. Et sur ce thème, tout le monde travaille. Mais c'est une tradition universitaire. Lorsque on a des professeurs exceptionnels qui partent comme ça, tout ce qui veut l'honorer, chacun dans son domaine, eh bien, fait une publication qui est censée être de très haut niveau et qui rend hommage à l'illustre personnalité. Donc, ce sont toutes ces publications qui sont mises ensemble et qui constituent donc un mélange. Voilà. Mélange grand de 800 pages. Est-ce que c'est pas dissuasif pour le commun des mortels? Vous écrivez juste pour vous-même, pour les professeurs titulaires? Non, non, non. Je crois qu'il y a des romans de 1000 pages. Donc, vous voyez que si on peut lire 1000 pages de fiction, eh bien, si vous devez lire 800 pages constituées de divers travaux, c'est plutôt quelque chose de bien. Parce que vous avez une diversité de thèmes, d'approches, etc. Et donc, c'est un ouvrage qui est quand même riche à la fois en termes de méthodologie, en termes d'approche méthodologique et conceptuelle, mais aussi en termes de connaissances, okay, et de thématiques sur lesquelles portent les études. Alors, des mélanges en hommage à un professeur qui est admis à la retraite, j'en ai pas beaucoup vu. Peut-être que vous les avez souvent fait, mais sans trompette. Ce que je voudrais savoir maintenant, à quoi riment ces hommages en milieu universitaire? Vous rendez hommage à vos pairs. Quelle est la symbolique? Pourquoi vous les organisez? En quoi c'est important? Très bien. Je commencerai à dire d'abord que affirmer que ce n'est pas fréquent dans les milieux universitaires, je ne pense pas que ce soit très exact. Peut-être sous les tropiques, oui. Mais c'est une tradition universitaire qui est vieille de plus d'un siècle et demi. Parce que la première fois qu'on a fait mention des mélanges en milieu universitaire, c'est en Allemagne en 1864. En France, c'est en 1884, au moment où le Togo naissait. Donc, dans les grandes universités occidentales, c'est une pratique. Ici, c'est vrai que nous n'avons pas cette pratique-là. On a commencé à nous y mettre il n'y a pas longtemps. Alors, pour revenir à la question proprement dite, les hommages, pourquoi? Ou alors, quelle symbolique portent ces hommages-là? Je pense qu'il faut définir la notion même d'hommage. De façon simpliste, on parle d'hommage pour illustrer une marque de respect, de déférence d'un subalterne vis-à-vis de son supérieur. Au Moyen-Âge, on utilisait l'expression pour désigner le devoir qu'un vassal a vis-à-vis de son seigneur. Et
dans les traditions universitaires, comme je le disais tantôt, c'est plutôt une question de discipulat, c'est-à-dire une relation de disciple à maître. Ça voudra dire que quand vous êtes un maître en milieu universitaire et que vous formez des gens, la marque de respect que ceux-là que vous avez formés ont vis-à-vis de vous, c'est de pouvoir vous offrir des mélanges. Et en symbolique, on peut dire simplement que c'est la marque de reconnaissance du travail bien fait, de la formation de la relève, et au moment où vous partez à la retraite, tous vos pairs, vos disciples, vos amis se réunissent pour rédiger un ouvrage de ce genre qu'ils vous offrent pour vous témoigner leur gratitude et vous souhaiter une paisible retraite. C'est une pratique intéressante, hein, pour valoriser les maîtres, mais aussi les disciples. Mais pourquoi, sous les tropiques, comme vous dites tantôt, cette tradition n'est pas récurrente? Pourquoi ça ne se fait pas souvent, professeur Assima Nkwacha? Oui, bon, disons que faut expliquer tout cela par le contexte de l'émergence de nos universités. Et sachez qu'en Occident, vous avez des universités qui datent du 13e, 14e siècle. La plupart des universités de l'Afrique francophone, en tout cas, c'est après les années 50 que vous voyez un peu. Donc, il faudrait bien que ces universités se structurent et que certaines traditions également puissent s'implanter. Et il faut aussi dire ceci, j'aimerais aller dans le sens de ce que mon jeune frère, le professeur Chigbe, a dit, c'est que il n'y a pas souvent ces genres d'ouvrages aussi, parce qu'on n'offre pas les hommages à n'importe qui. On offre les hommages aux professeurs qui sont méritants. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez été professeur que vous partez à la retraite qu'on va vous offrir les hommages. C'est que vos pairs dans le milieu reconnaissent que vous avez effectivement contribué, vous avez un certain rayonnement scientifique. Est-ce qu'on peut être professeur titulaire sans avoir contribué à la formation vous savez, d'au moins 5-10 personnes? Alors, il y a plusieurs généraux, mais parmi les généraux, il y a les plus méritants. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Là, je dis que ce ne sont pas tous les généraux qui ont fait la guerre qui sont honorés par rapport à leur vaillance. Et je crois que dans le milieu universitaire, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'on est professeur qu'on est un professeur brillant ou qu'on s'est imposé par son engagement, par sa méthodologie, etc. Moi, je vais ajouter à cela deux raisons qui expliquent le fait que sous les tropiques, cette pratique n'a pas élu domicile. Hein. Le second élément qui vient compléter ce que le professeur Assima Nkwacha a dit, c'est aussi le dynamisme des poulains, des disciples que le maître qui part à la retraite a formé. Parce que la question des hommages et des mélanges, c'est une question, en tout cas dans nos universités jusqu'à aujourd'hui, c'est une question des laboratoires, d'appartenance du maître, des disciples que le maître a formés. Donc si vous êtes dans un contexte où les disciples ne sont pas dynamiques, alors vous allez voir que le maître va partir à la retraite, mais ils ne vont pas pouvoir lui offrir ces mélanges-là. L'autre chose que je vais ajouter, c'est aussi les relations mi-figue-bien-raisin qui existent ou qui ont existé entre le maître et le disciple. C'est-à-dire que le maître n'a pas traité les disciples avec humanisme, de sorte que le jour où le maître part à la retraite, mais les disciples considèrent que c'est un bon débarras. Donc pour eux, bon, il n'a qu'à s'en aller et donc cette page-là est tournée. Donc je pense que tous ces éléments qu'on met ensemble... Ça peut rimer aussi avec l'ingratitude des disciples, hein, parce que quoi qu'il en soit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Alors, moi je crois que chaque maître aspire à ce que ses disciples deviennent plus grands que lui. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que ceux qui nous ont formés, ils ont toujours voulu que nous avancions et que nous fassions mieux. Donc, dans le domaine de la science, en tout cas des sciences historiques, c'est cette approche qui existe. Nous voulons toujours que les disciples fassent mieux que nous. En cela, nous progressons. Alors, je vais dire ceci aussi. C'est que quand on dit traiter bien ses disciples, il ne s'agit pas de les flatter. Non, il s'agit aussi d'avoir le discours de vérité. Voilà. Là où ils ne sont pas méritants, de vérité, de motivation. De motivation, d'incitation, et ce n'est pas toujours facile. Vous allez voir dans un labo, le maître qui s'acharne sur un dit tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc., etc. Alors, quand vous êtes de loin, quand vous regardez tout ça là de loin, vous avez l'impression que
et le maître s'acharne sur cet assistant, etc. Mais peut-être 10 ans après, quand vous verrez, vous venez, vous allez bien voir le niveau qu'il a atteint. Parce que si un maître a l'impression que vous n'avez vraiment aucune potentialité, il ne perd pas son temps. Il ne perd pas son temps à vous tirer vers le haut. Mais il décèle en vous de grandes potentialités et il met tout en œuvre pour vous pousser à les réaliser. Mais parfois, des disciples, je vais le dire, est-ce qu'il faut parler d'ingrats aussi? Parce que j'ai parfois vu des disciples traduire devant des conseils de discipline. Non, je pense que c'est des pratiques qui existent. C'est des pratiques qui existent, mais je ne pense pas que ces pratiques doivent être généralisées. Ce sont des exceptions. Ce sont des exceptions. Mais comme le professeur Assima Kwacha l'a dit, vous savez, dans certains labos, ce ne sont pas les disciples les plus travailleurs qui sont récompensés, les mieux récompensés par les maîtres. Vous allez le voir, c'est lui qui est sur tous les dossiers. Mais quand le moment vient pour qu'on puisse le programmer pour la soutenance, on remet toujours au lendemain, à plusieurs années, sa soutenance. Quand ils sont 2, 3 à vivre ça dans le labo, ils seront frustrés. Ça crée des frustrations. Voilà. Alors, bon, moi, je voudrais quand même souligner quelque chose. C'est que chez nous, nos maîtres nous ont quand même transmis de bonnes pratiques. Et heureusement que nous n'avons pas ce genre de problème. Alors, professeur Kouzan, vous connaissez certainement le dédicataire. Il vous a encadré, vous êtes son disciple. Qui est-il, le professeur Gouakoué? Qu'est-ce que vous retenez de lui? Quel type de professeur a-t-il été? Oui, le professeur Gouakoué, je l'ai connu surtout à partir de 1992. J'ai été... disons, le premier qu'il a encadré en maîtrise et puis en thèse. C'est quelqu'un de très rigoureux et aussi, comme je l'ai dit récemment, très perfectionniste qui n'est jamais satisfait du travail que vous lui présentez parce qu'il estime qu'on peut mieux faire. Donc, il aime le travail bien fait, il est rigoureux et il vous soumet à cette rigueur pour que vous donniez de bon travail. J'aimerais ajouter au fait que ces événements sont récents. Il y a le fait que la plupart de nos universités ont été créées récemment. Vous savez que l'université de Lomé a été créée en 1970. Et la plupart de nos professeurs ont été encadrés par, disons, des Blancs, des étrangers. Et c'est maintenant que de plus en plus, il y a une africanisation, si vous voulez, ainsi, des cadres universitaires. Et les relations se mettent à se tisser entre ces disciples-là et les enseignants qui sont des Africains, surtout des Togolais. À partir de ce moment, il y a ces relations de disciples et maîtres qui permettent maintenant d'avoir une sorte de réseau pour que ces disciples puissent donner ces hommages-là au professeur en question. Mais je vais ajouter, par rapport à la question que vous lui avez adressée, le professeur Gouakoué, il m'a encadré aussi, de bout en bout, depuis la première année jusqu'au doctorat d'ailleurs. J'ai été son assistant et tout. Le professeur Gouakoué, ce qu'on peut retenir de lui, c'est un idéologue. Un idéologue. Et dans le domaine de la formation, il a souvent, comment je dirais, comment on peut appeler ça? Il a dit qu'il est perfectionniste, mais quand vous venez à lui pour des travaux d'encadrement et de recherche, il faut être vous-même d'un certain niveau. Parce que il met toujours la barre si haute que si vous-même vous n'êtes pas très bien formé à la base, vous risquez de prendre le large. L'autre chose, c'est que le professeur Gouakoué, il faut le connaître, quand il vous encadre et à chaque fois vous lui soumettez votre travail, vous risquez de traîner en longueur parce que c'est quelqu'un qui va vite en termes de nouveautés, de thématiques dans le domaine de l'histoire. Il va à une conférence, il découvre de nouvelles réalités, il vient et vous dit, il faut réorienter votre travail vers ce qu'il a appris de cette conférence-là. C'est ce qui fait qu'il est en permanente évolution en termes de thématiques, en termes de concepts, etc. Alors, l'autre chose aussi, c'est que le professeur Gouakoué, de par sa formation, a été quelqu'un qu'on peut appeler un autodidacte, surtout
par rapport à son obtention du bac, parce que pour avoir le bac, il l'a obtenu quand il était enseignant du secondaire et il n'avait pas eu le temps, si vous voulez, les vicissitudes de la vie aidant, de suivre les cours en tant qu'un élève régulièrement inscrit. Donc, il s'est battu. Et quand on voit tout son parcours, on peut comprendre l'exigence qu'il s'est imposée et le perfectionnisme qui l'a caractérisé, en tout cas pour nous qui avons été ses étudiants. Voilà, en termes de recherche, il est polyvalent. Ça, il faut le reconnaître. D'ailleurs, l'ouvrage reflète pleinement ce qu'il fut comme enseignant et chercheur, puisque c'est un touche-à-tout scientifique. On l'a dit, professeur Assima Kwacha, les hommages sous forme de mélange dans le milieu universitaire, il me semble que c'est la deuxième fois que ça arrive à l'université de Lomé. Ça a commencé en 2015 avec le professeur Gaïbor. Oui, professeur Nico Gaïbor. Donc tout est histoire. Hein? Non. Ça veut dire que c'est vous qui êtes les plus prolixes ou c'est vous qui avez les professeurs titulaires qui méritent ce type d'hommage? Comment se fait-il que ce soit le département d'histoire? Moi, c'est le professeur Gaïbor qui a dirigé ma thèse, donc je suis le disciple plutôt du professeur Gaïbor. Et effectivement, moi j'étais au département et nous trouvions qu'il n'était pas normal qu'à son départ, qu'on ne puisse pas l'honorer par rapport à ce qu'il a été. Et ça a été fait. Mais ce n'est pas seulement au département. Et chez nous, nous avons eu 3 hommages. Le professeur Gaïbor est très rigoureux également, pour sa rigueur, c'est l'aîné. Le professeur Cham, il ne faut pas oublier. Très rigoureux également. Le professeur Cham, c'est lui qui a dirigé mon mémoire de maîtrise. Il n'avait pas eu droit à des mélanges. Il y a les mélanges. En mai 2017. En mai 2017. Et donc, le professeur Goé, je crois qu'il est le cadet des deux, donc a aussi droit. Mais je crois qu'il y a eu d'autres quand même. Le professeur Nouboukor, le professeur Hadji. Oui, je crois que ça ne se limite. Le professeur Akibode. Oui, c'est, je crois, comme le germanisme. Hadji, Olukona, voilà, je crois que... donc ces gens de mélange peuvent susciter des vocations aussi, vous, à mieux faire, à mieux encadrer, pour pouvoir bénéficier de ces gens de... Oui, bon, de toutes les façons, mieux faire, c'est une exigence que nous apprenons lorsque nous sommes avec nos maîtres. D'ailleurs, si vous n'essayez pas de mieux faire, vous n'allez pas vous en sortir. C'est-à-dire que c'est une incitation constante. Et pour ce que moi je sais par rapport à notre département, nous avons été formés par des gens qui étaient très rigoureux. Très rigoureux. Je crois que quand on parle du professeur Gaïbor, tout le monde connaît sa rigueur et la recherche constante de l'excellence qui le caractérise, de la justice, Alors, le professeur Cham, c'était pareil. Il était très droit. Moi, il m'a dirigé pour ma maîtrise. Je crois que c'est aussi qu'il a encadré en thèse. Ils étaient ici. Et voilà. Et le professeur Goué et ses disciples sont en train de témoigner. Donc, je crois que, comme ça, nous avons des professeurs qui, au fait, ont fait de la rigueur et de la recherche de l'excellence, leur credo. Et ce n'est pas seulement en histoire. Il faut dire que cette génération d'enseignants, je crois que c'est des gens qui ont eu leur doctorat autour des années 70, 80, voilà, et peut-être un peu plus tard. Et ça a été... Enfin, c'est une génération qui a été vraiment à l'école de la rigueur, à l'école de l'excellence. Et je crois que ce sont des qualités qu'ils ont essayé de transmettre à nous, qui sommes, au fait, qui sommes d'une autre génération. Je crois que nous sommes la première génération de ceux qui ont entièrement fait leur doctorat à l'université de Lomé. C'est-à-dire nous sommes les purs produits des universités africaines. C'est vrai, nous avons fait quelques incursions dans les universités occidentales, mais nous sommes fondamentalement les produits des universités africaines. Et je crois qu'il faut pouvoir saluer et rendre hommage, grandement hommage. Mais justement, est-ce que les produits made in Africa, comme vous le dites,
Vous avez fait votre cursus universitaire totalement sous les tropiques à l'université de Lomé. Est-ce que, peut-être pour vous provoquer, est-ce que c'est de même qualité quand on... Non, mais moi je pense que vous nous recevez souvent, vous êtes aussi un observateur, vous pouvez apprécier la qualité. Mais sauf qu'ici, je suis là pour poser des questions. Non, mais je sais, c'est pour mais je veux dire simplement que on ne peut pas dire que nous qui sommes formés sous les tropiques, nous sommes de piètre qualité. Non, pas de piètre qualité, mais... De piètre qualité, parce que nous avons de très bonnes relations scientifiques avec nos collègues du Nord et nous voyageons. Nous participons à des colloques au Nord et nous voyons la qualité des travaux qui nous sont produits. La différence, peut-être, c'est qu'ils ont plus facilement accès à la documentation, parce que, bon, il faut le reconnaître, hein, les travaux, les documents qui parlent du Togo sont plus nombreux en France qu'au Togo. C'est le paradoxe. Et donc, ils ont facilement accès à la documentation. Et il y a aussi l'accompagnement en termes de recherche. Mais si on compare les conditions dans lesquelles nous travaillons ici à celles qui sont les leurs là, mais il n'y a pas match. Non, mais il y a quelque part où nous pouvons quand même évaluer tout ça. Nous tous, nous allons au CAMES. Mais je ne me rappelle pas que ceux qui ont eu leur thèse dans les universités occidentales soient les meilleurs. Hein. D'ailleurs, nous avons eu la possibilité pour beaucoup parmi nous ici de choisir soit de soutenir nos thèses en Europe. Dans mon cas, c'est soit Paris, soit Lomé. Moi, j'ai préféré Lomé. Parce que... Et parfois, c'était des co-directions avec des enseignants. Moi, j'ai fait ma thèse entièrement avec le professeur Gaïbo. Mais dans le processus, vous aviez un répondant là-bas. Et à la fin, vous pouvez choisir votre université, l'université dans laquelle vous voulez soutenir votre thèse. Et quelqu'un peut là-bas pour être membre du jury. Oui, ici aussi. Professeur Gozan, vous confirmez qu'il n'y a pas de complexe entre il n'y a pas de complexe, entièrement. D'ailleurs, les collègues en Europe reconnaissent la valeur des enseignants ou de ceux qui sont formés à l'université de Lomé ou du Togo quand on participe à des rencontres scientifiques, colloques, séminaires, etc. Oui, mais j'aimerais dire ceci. Moi, je suis un peu agacé lorsque on pose ce genre de questions parce que j'ai l'impression que les Africains se sous-estiment. Puisque je me rappelle, quand j'avais commencé à faire ma thèse, on te dit, mais pourquoi tu fais une thèse ici? C'est pas bien, ça, il faut aller en Europe. Comme si c'était les thèses européennes. Non. Vous avez certaines thèses soutenues en Occident qu'on ne les présenterait même pas ici. Ouais. C'est-à-dire au Togo, ça ne passerait même pas l'étape d'une maîtrise. Voilà. Quand vous parlez même de documents, alors, c'est quelle documentation? Si vous parlez de la documentation primaire, nous en avons plus ici, d'ailleurs. Si vous parlez de la bibliographie, oui, il y a beaucoup plus d'études là-bas. Donc, ce que je dis simplement, c'est que dans une université togolaise, par exemple, vous travaillez sur l'histoire du Togo, et vous êtes difficile de venir raconter des boubas à un professeur pour vous en sortir. Voilà. Et si vous allez dans certains pays, dans les trucs où... dans des pays où vous avez affaire à des gens qui ne sont pas spécialistes du domaine, il peut arriver quelquefois que vous vous en sortez. Cas extrêmement rare ou difficile ici. Même si vous vous en sortez ici, on connaît la valeur de votre thèse. Alors, nous avons vu des gens cacher leur thèse au retour. Je crois que tous ceux qui ont soutenu ici, vous n'avez même pas la possibilité de cacher de votre thèse. Ce que je veux dire simplement, c'est que nous ne sommes plus dans les années 1960, 70, où on marquait de cadres, etc. Non. Nos maîtres qui sont venus, ils se sont vraiment battus parce que ce n'était pas donné de créer les formations doctorales et ils les ont enracinées. Je crois qu'au Togo, on parle de l'école historique de Lomé. L'école historique de Lomé. Je crois que c'est le seul cas dans la sous-région. Il y a Dakar, il y a Lomé, et il y a Yaoundé aussi qui s'apprête. Mais ce que je veux dire pour nuancer un peu, c'est que ce soit en Europe, que ce soit ici, il y a de très bonnes thèses. Voilà. Il y a des thèses de moindre qualité aussi, ici comme ailleurs. Donc on ne peut pas dire que tous ceux qui sont formés à l'école historique de Lomé sont excellents ou sont médiocres, et tous ceux qui sont formés en Occident sont excellents ou médiocres. Il faut aussi préciser que ce n'est pas parce qu'on est formé à Lomé ou en Afrique qu'on est nécessairement médiocre ou moyen. Voilà.
Cela dit, ça fait une bonne synthèse. Ça permet de revenir sur l'ouvrage lui-même, les mélanges. Alors, de qui est venue cette idée et comment avez-vous fait? Quel est le processus qui a conduit à l'élaboration de ce gros volume de 800 pages? Bien, disons que l'idée est venue du laboratoire d'appartenance du professeur Michel Goyakoui. Et le laboratoire, c'est le laboratoire d'études sur le travail et les relations identitaires en Afrique, le LETRIA, que dirige le professeur Assima Kwacha. Alors, nous étions en décembre 2018, lors d'un congrès extraordinaire de l'Association des historiens et des archéologues du Togo, lorsque le directeur scientifique du laboratoire a émis le vœu qu'on puisse organiser des mélanges à l'occasion du départ du professeur Michel Goyakoui à la retraite. Nous avons débattu sur la question et après, il y a eu un comité d'organisation qui a été mis en place. Ensuite, il y a eu un comité éditorial qui a été mis en place. Et enfin, un comité scientifique international qui a été mis en place. Et après que ces différents comités aient été mis en place, nous avons peaufiné l'appel à contribution que nous avons publié dans les réseaux scientifiques. Je précise qu'il s'agit véritablement d'un appel à contribution, parce que généralement, et ce qui fait que beaucoup n'accordent pas assez de crédit à ces ouvrages, c'est qu'ils estiment que, bon, généralement, c'est par cooptation que les gens envoient des papiers en mal d'être placés dans une revue, etc., ce qui leur tombe sous la main, ils envoient ça pour en faire un corpus. Mais ici, il y a eu un appel à contribution qu'on a publié sur les réseaux scientifiques et des gens ont lu et ils ont envoyé des contributions. Et à ce niveau, le rôle du comité scientifique international a été déterminant parce que le comité scientifique international a établi que chacun des articles soit instruit en double aveugle. En double aveugle, ça veut dire que celui qui instruit ne connaît pas celui à qui appartient le test et vice-versa. Donc, c'est par ce processus-là que les meilleurs tests ont été retenus. Je peux préciser que il y a eu au total 64 projets d'articles que nous avons reçus suite à cet appel international. Et donc, le comité scientifique a travaillé et a sélectionné les 40 meilleurs. Autrement dit, ce sont ces 40-là qui ont convaincu le comité scientifique international de lecture. Yes. Et donc, ce sont ces 40 articles que nous avons essayé de regrouper autour de 4 thématiques en fonction de la nature de chacun de ces articles-là. Et en dehors de ces 40 articles, nous avons 8 témoignages que les amis ont envoyés sur le dédicataire de l'ouvrage. Je précise que dans cet ouvrage, nous avons donc 2 catégories de tests. Une première catégorie qui concerne les témoignages sur l'homme, et ça, ce n'est pas l'aspect scientifique de l'ouvrage, et une deuxième partie qui porte sur la science. Exactement. Oui, j'ai trouvé des articles, en tout cas, bien structurés, qui portent bien leur nom, de recherche. Alors, d'où viennent les contributeurs? Ils sont... beaucoup de pays. De beaucoup de pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Niger, la France, le Togo. Voilà. Oui, avec des recherches parfois, quand je vois par exemple, quand les morts s'adressent aux vivants, études de quelques inscriptions de l'Ancien Empire, ça m'a beaucoup intéressé. Ouais. 2700, 2350 avant Jésus-Christ, de Mamadou Isrissa. Ouais. Il y a des articles très intéressants. Les interdits alimentaires dans certaines sociétés au Cameroun, par exemple, de Suleiman Daïrou. On a parlé aussi quelque part, je pense, du Togo, hein, des métis. Des métis, voilà. Ouais, du Mali aussi. Du Mali, les contributeurs viennent d'un peu partout. Ça veut dire que les Africains commencent par se mettre ensemble pour faire des recherches, mais je crois, des publications. Je crois que le panafricanisme est comment on appelle ça? Et en marche. Oui, est en marche. Et c'est une donnée ancienne, non? Elle est très ancienne. C'est-à-dire que, sachez que même au temps de la colonisation, il existait les écoles fédérales. Et beaucoup d'élites ont été formées dans ces écoles. Et bien avant la colonisation,
bien avant les indépendances, je voudrais dire, il y avait quand même ce brassage et ça a quand même agi durant les premiers moments de l'indépendance. Voilà. Donc, au niveau universitaire, la science n'est pas close, c'est-à-dire qu'elle est forcément internationale, elle est ouverte. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas rendre hommage à une personnalité de dimension internationale et sans recourir à un appel à contribution et sans que l'ouvrage n'ait un caractère international. Je crois qu'il n'y a rien d'extraordinaire par rapport au fait que les contributeurs viennent de divers horizons. Ça se situe dans la normalité de ce qui se fait habituellement dans les universités. Et vous savez que toute université qui se respecte aspire donc à cette ouverture à l'international. C'est-à-dire que je crois que le mot université renferme déjà cette dimension-là à l'échelle de l'univers. Vous voyez un peu. Voilà. Donc nous avons la prétention de pouvoir mobiliser toutes les ressources à l'international pour brasser donc ce savoir-là. Et je pense que cet aspect international a été ressorti dans la préface que le professeur Simon-Pierre Ekanza a écrite. Le professeur Simon-Pierre Ekanza, il est de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est également une des icônes de l'histoire africaine. Et dans sa préface, il a montré clairement que le professeur Goué Akoué étant un globe-trotteur, quelqu'un qui a une dimension internationale, c'est bien normal que l'ouvrage qui est dédié qui lui est dédié puisse ressortir ce caractère universaliste. Oui, mais justement, est-ce que le titre est en relation avec ce que vous dites, dynamique de l'histoire économique, sociale et culturelle en Afrique et au Togo? En quoi ce titre correspond à l'étendue du personnage? Ah non, il y a deux éléments. Il y a deux éléments qu'il faut ressortir. D'abord, quand on parle de dynamique, pour montrer un peu que le professeur Goué Akoué a été un des acteurs ayant impulsé ces différents types d'histoires que nous avons mentionnées ici. Histoire économique, il faut préciser que le professeur Goué Akoué est en quelque sorte l'un des pères fondateurs de l'histoire économique et sociale au département d'histoire et d'archéologie de l'université de Lomé. Il s'est également intéressé à l'histoire culturelle et quand on voit un peu ses productions scientifiques, on se rend compte que ce n'est pas quelqu'un qui s'est intéressé seulement au local. C'est quelqu'un qui s'est également intéressé au global. Et il n'a pas été un historien du Togo seulement, mais il a fait des réflexions qui portent sur l'Afrique. D'ailleurs, vers la fin de sa carrière, il s'est intéressé à une thématique qui lui tenait vraiment à cœur, qu'il a animé d'ailleurs avec, au niveau master avec le professeur Cousin sur mondialisation et frontières. Et quand on suit les séminaires qu'il a donnés aux étudiants de master, on s'est rendu compte on peut se rendre compte plutôt que le personnage a le souci permanent de, sortir du local pour traiter des thématiques qui sont globales, surtout dans un contexte caractérisé aujourd'hui par la mondialisation. Voilà. Je crois qu'il faut aussi dire que je crois que l'histoire économique et sociale, il y avait aussi le feu professeur Barandao, oui, très tôt disparu, voilà. Qui aussi il faut rendre hommage. Voilà. Il a fait sa thèse intitulée Finances publiques et dynamique sociale au Togo. Donc ça veut dire que c'est l'économie qui a des impacts sur le social et qui touche aussi le culturel. Donc ça montre toute la dimension. Et puis il faut aussi dire quand même que la majorité des contributions relève quand même de cette thématique. De l'histoire économique. On va reparler d'une question qui me brûle les lèvres, la seconde partie, parce que j'ai de plus en plus l'impression que l'histoire est en train de quitter son terrain. Histoire ne veut plus dire des histoires qu'on raconte,
mais... C'est une science. L'histoire n'a jamais été des histoires qu'on raconte. Non. Ça dit, il ne s'agit pas de commencer à raconter sa vie pour dire qu'on fait de l'histoire. L'histoire n'est plus seulement le récit des événements qui se sont passés avant nous, ce n'est plus forcément simplement des récits. Je pense que les gens font de l'analyse. Les gens font de l'amalgame. C'est pas parce qu'on dit histoire raconte que les gens vont penser que l'histoire c'est du racontage. Non. Et la définition même qu'on donne à l'histoire en disant que c'est le récit de la vie des hommes du passé, cette définition a évolué. Et aujourd'hui, de plus en plus à l'université, nous disons aux étudiants que l'histoire n'est pas que récit, c'est une construction scientifique qui poursuit des objectifs précis, des résultats concrets et donc basés sur des faits. De ce point de vue, est-ce que l'histoire ne devient pas sociologie ou Non. L'histoire a une spécificité. L'histoire est l'une des sciences les plus anciennes. Ok, peut-être là avec la philo, en fait. L'une des sciences humaines. Vous ne vous contentez pas de relater l'histoire, de raconter l'histoire. Non, c'est pas ça. Vous savez, je vais dire ceci. L'histoire est méthodologie. C'est ça, en fait, l'histoire. Il n'y a pas d'histoire sans méthodologie. Mais simplement, l'histoire présente un aspect qui lui est un peu propre. Nous avons la vulgarisation, c'est-à-dire vous avez l'histoire érudite et l'histoire vulgarisée. Et alors, comme c'est enseigné aux petits-enfants dans le monde scolaire, c'est synthétisé, c'est réduit, etc. Et au Togo, les méthodes n'ont pas évolué. Je peux même dire que l'enseignement de l'histoire, c'est un peu nécrosé. Et on croit que pour l'histoire, c'est avoir la mémoire et réciter. C'est faux, c'est pas de l'histoire. La mémoire est même contre l'histoire. Voilà. Ok? La mémoire va donner une impression, on peut se tromper, mais l'histoire reconstitue méthodiquement. Ça veut dire que quand vous faites fonctionner votre mémoire, vous n'êtes pas en train de faire œuvre d'historien. Donc, ça fait que finalement, ce genre de définition que vous avez donnée, ça laisse penser que pour l'histoire, il faut bûcher et puis vous déverser. C'est faux. L'histoire est réflexion. L'histoire c'est méthodologie, l'histoire est analyse. Voilà. Et tel que l'a dit le professeur Tibé, il y a la diachronie. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire le temps. L'évolution dans le temps. L'évolution dans le temps qui donne cette spécificité. Et l'histoire est une science assez complexe. Puisque l'histoire n'a pas un sujet propre d'étude. Il y a beaucoup de questions sur le sujet. La seconde partie, on va l'aborder. L'histoire, c'est à la fois méthode, diachronie, mais aussi interprétation. Interprétation. Après tout, il faut interpréter. Mais pour interpréter, il faut avoir un certain nombre de bagages, de connaissances qui peuvent toucher les autres disciplines. Il faut avoir des notions en sociologie, en philosophie, en mathématiques, etc. pour pouvoir faire une analyse, surtout par exemple sur le fait économique. Si vous ne mettez pas les faits économiques, vous ne pouvez pas faire une analyse historique du point de vue de l'économie. Mais justement, vous comprenez maintenant mon inquiétude des historiens qui me parlent d'économie. Non, mais est-ce que vous avez une discipline aujourd'hui qui se recroqueville sur elle-même? Non. Ça n'existe pas. Nous sommes dans la logique de la transdisciplinarité. Bien sûr. Donc, pour cerner le fait social de façon globalisante, il faut que le chercheur touche à tout. C'est-à-dire qu'il faut le regard du sociologue, il faut le regard de l'anthropologue, etc., avec le regard de l'historien pour pouvoir prétendre analyser et de façon... Oui, j'aimerais ajouter ceci. C'est-à-dire toutes les sciences ont évolué, les sciences humaines, je parle, ont évolué et ont leur domaine propre. Maintenant, les sciences empruntent des concepts, des méthodes auprès de leurs consoeurs pour pouvoir encore pouvoir mieux se faire. Donc c'est ce qui fait que finalement il n'y a pas une science qui existe en vase close. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le dialogue des sciences humaines. Et par rapport à ça, vous allez voir qu'un sujet peut être traité par toutes ces sciences humaines, mais quand on vous présente les études, vous allez bien savoir que ça, c'est de la sociologie. Vous allez reconnaître cette étude comme étant de la sociologie, celle-là comme étant de l'histoire, celle-là comme étant de l'anthropologie, etc. On va prendre quelques minutes pour évoquer l'ouvrage, décrypter. On va dire, mais on ne pourra pas, en quelques minutes, parler d'un document de 800 pages. Est-ce que vous pouvez, professeur Tibé, nous dire en quelques mots ce qui se trouve dans cet ouvrage-là? C'est vrai que c'est un mélange, un vrai mélange. Des articles qui touchent beaucoup de domaines. Oui.
En effet, vous l'avez si bien dit, c'est un mélange. Et nous avons deux catégories de tests, je l'ai dit. Nous avons des tests paratextuels qui concernent l'homme, donc les témoignages sur l'homme. Et nous avons des tests scientifiques. Donc les tests paratextuels s'organisent autour de 8 témoignages, dont 5 viennent de l'extérieur et 3 du Togo. Et les tests scientifiques sont au nombre de 40, dont 20 viennent de l'extérieur et 20 du Togo. Alors, vous avez tenu la compétition. Oui, nous avons tenu la compétition pour montrer la dimension internationale de celui que nous célébrons. Alors, quand on prend les tests scientifiques, ils sont organisés autour de 4 thématiques. Il y a le premier axe qui traite de l'historien et de son œuvre. Alors, quand on parle de l'historien, il s'agit de l'historien Michel Goyakwe, en premier lieu, puisque les témoignages parlent de lui. Et nous avons essayé de parler de son itinéraire d'historien, de sa formation jusqu'à sa retraite. De ses méthodes aussi. De ses méthodes aussi. Il y a eu ses amis et ses collègues, ses anciens étudiants qui ont témoigné sur le type d'enseignants et de chercheurs qu'il fut pour eux. Nous avons, dans la deuxième sous-partie de ce premier axe, parlé des méthodes de l'historien. Et là, il s'est agi principalement de la méthode de recherche, si vous voulez, en patrimoine, en archéologie et en tradition orale. Alors, la deuxième partie... Des méthodes propres aux dédicataires ou des méthodes universelles? Non, à partir de la deuxième sous-partie, ce n'est plus seulement le dédicataire qui est à l'honneur. C'est vrai que sur les questions de patrimoine, le dédicataire s'est investi. Et donc, en lisant ces articles-là, on peut voir le dédicataire à travers ces articles, puisqu'il a travaillé sur plusieurs thématiques de recherche concernant le patrimoine africain. Mais il y a eu des réflexions pointues et approfondies en ce qui concerne, par exemple, l'enseignement du patrimoine dans le supérieur, ou le patrimoine de l'UNESCO, etc. Donc, à partir de ces articles-là, on voit un peu comment est-ce que l'historien fait des réflexions approfondies en termes de méthode, d'élaboration et de production de son savoir. En dehors de ça, nous avons politique et administration comme deuxième axe. Et dans ce deuxième axe-là, il s'est agi des tests qui parlent de l'administration coloniale et postcoloniale. Mais il y a eu aussi des tests sur des questions politiques. Politique, genre et politique, par exemple, le rôle des femmes dans la politique, le leadership féminin en politique, mais aussi des crises militaro-politiques. Par exemple, on a évoqué le cas de la crise militaro-politique de la Côte d'Ivoire depuis 2002. Et dans cette rubrique-là, on a focalisé l'analyse sur le point de vue des historiens de l'université Félix Houphouët-Boigny par rapport à cette crise-là, pour montrer un peu quel est le regard que les historiens ont porté sur cette crise-là. Alors, en troisième partie, donc troisième axe, il y a eu économie et développement. Alors, en économie et développement, on a passé en revue les questions liées à la traite négrière, notamment. Et puis, il s'est également agi de parler du domaine agricole, de la période coloniale jusqu'à nos jours, c'est-à-dire l'organisation du secteur agricole sous l'administration coloniale, pendant la période postcoloniale, et ce que cela a pu avoir comme impact sur les populations. Maintenant, les questions de développement, ce sont les plans de développement, les plans quinquennaux de développement, pour voir un peu à travers le temps et dans
l'espace, comment est-ce que les pays postcoloniaux de l'Afrique ont pensé ou ont réfléchi sur le développement du continent africain. Maintenant, le dernier axe... La quatrième partie a concerné les sociétés et les cultures. Sociétés et culture. Et c'est là où des thématiques, je peux dire, assez novatrices ont été évoquées. Vous aviez cité quelques-unes. Le sacré s'est invité en termes d'interdits alimentaires, en termes de pratiques funéraires par rapport aux morts, en termes de bois sacré, etc. Il y a eu également des questions religieuses, qui ont été évoquées dans cette partie-là. Et nous avons également des réflexions approfondies sur les questions identitaires qui ont été évoquées. Et quand on voit tout cela, on voit que les textes partent de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et les textes concernent plusieurs espaces géographiques. Alors, on peut se dire que l'ouvrage est un ouvrage complet qui traverse le temps et qui s'intéresse à des thématiques assez brûlantes aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne l'histoire africaine. Brûlante et parfois insolite. Je vois Insolite. un article, par exemple, qui concerne le Gabon. On a parlé de sport et de violence. Exactement. Mise en relation avec le sous-développement. Avec le sous-développement. Donc, c'est des questions qui sont brûlantes, qui sont d'actualité. Et donc, en cela, on peut dire que l'ouvrage, il est complet. Et c'est en cela qu'il faut également dire que l'ouvrage est à l'image de son dédicataire, puisque le professeur Goyake, nous l'avons dit, c'est un historien complet. Et donc, l'ouvrage aussi est complet comme lui. En une minute, on va terminer avec cette première partie, avec cette question au professeur Assima Pacha. J'ai parcouru certains articles. L'exemple de la Côte d'Ivoire... est-ce que tous les politiciens ne devraient pas aller à l'école de l'histoire? Parce que si l'histoire donnait des leçons qui ont été analysées, il me semble que quand l'exécutif, quand eux tous, ils connaissent l'histoire, il me semble qu'ils devraient agir différemment. Donc, si l'histoire donnait des leçons, il y aurait longtemps que les hommes ne feraient pas la guerre, ils ne se tueraient pas, ils vivraient en paix. Est-ce qu'ils connaissent l'histoire? Voilà. Bon, mais la question se pose, est-ce qu'ils connaissent l'histoire? Est-ce que finalement, entre les intérêts en jeu et la connaissance de l'histoire, entre les deux, qu'est-ce qu'on doit privilégier? Je ne sais pas si vous voyez. L'histoire, ce n'est pas une science qui donne des leçons. Ce n'est pas une science prospective qui prédit non plus. Voilà. Mais nous avons la prétention, les historiens, la prétention d'éclairer les contemporains pour diverses fins. Je crois qu'on va revenir sur ces aspects. Voilà. Maintenant, est-ce que l'historien, parce que quand on parle de l'histoire, il faut parler de l'historien, est-ce que l'historien a la possibilité de faire en sorte que l'histoire rentre dans la tête de l'homme politique pour qu'il puisse en tenir compte pour agir? Dans certains pays, oui. Quand vous prenez par exemple la France de la Troisième République, à un moment donné, ils ont dit, nous voulons faire des citoyens. Et ils ont assigné aux historiens la tâche de leur former des citoyens. OK. Voilà. Là aussi, ça va poser d'autres problèmes. Alors, parfois des historiens l'histoire qui se retrouvent à la tête des pays, comme Laurent Gbagbo par exemple. L'histoire, attendez. Alors, donc quand vous prenez chaque personne, la personne a plusieurs dimensions. Vous avez un Laurent Gbagbo historien, Laurent Gbagbo politique, un Laurent Gbagbo chef d'État, Laurent Gbagbo opposant, Laurent Gbagbo chef d'État. Ouais. Voilà. Maintenant, par rapport à chaque fonction, il y a des aspects qu'on peut privilégier. On va marquer une pause. Voilà, donc c'est ça. Dans une dizaine de minutes, nous allons évoquer l'histoire africaine en question, comment se porte justement cette histoire africaine, quels sont les enjeux, les défis de cette histoire africaine en ce moment. On va en parler dans une dizaine de minutes, juste après cette nouvelle édition de Journal sur votre chaîne.